Alors, les sujets, d'abord, moi je ne partage pas du tout cette idée que ça va finalement pas mal. Je suis désolé, mais les indicateurs sanitaires ne font que s'écrouler. La mortalité infantile augmente tous les ans depuis 2012, alors qu'elle baisse ailleurs. On a 80 000 infirmières diplômées d'État formées qui ne travaillent pas. Il faut quand même se poser la question. 18% des étudiants en médecine qui passent en deuxième année qui ne s'inscrivent jamais au Conseil de l'Ordre. On prévoit 10 ans d'espérance de vie en bonne santé de différence avec la Suède, et je pourrais continuer comme ça. Donc il faut, je pense, ouvrir les yeux, parce que le système ne va pas bien. Quant à l'usure du personnel, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a pas de fuite de l'hôpital public, mais enfin, quand je vois qu'on a conseil de vaccination scientifique, d'octobre qui nous annonce 20% des lits fermés globalement en France, c'est que peut-être qu'il y a une raison, c'est que les gens s'en vont effectivement. Et moi, enfin, je suis chef de service, j'ai plus un seul médecin qui veut prendre un poste à temps plein à l'hôpital, plus un seul. Donc, non, le système ne va pas bien, il est même devenu profondément inégalitaire. Donc les sujets, en 5 minutes, mais premièrement, évidemment, la question des déserts médicaux, je vous en avais parlé. Et moi, je ne partage pas tout à fait votre avis, je pense que le doublement des effectifs en médecine, il est non seulement possible, mais il est indispensable. C'est un peu comme si Jules Ferry avait créé l'école obligatoire et qu'on avait dit « Ah bah oui, mais on ne forme pas les instituteurs ». Il faut les doubler, mais c'est vrai que vous avez raison. En revanche, il est impossible dans l'actuel système. Donc il faut modifier le système. Par exemple, la question clé, c'est la question des stages. Et la question des stages, il faut les multiplier partout. Dans le privé, dans le public, en EHPAD, en santé scolaire, en libéral, pas seulement pour les généralistes d'ailleurs, etc., etc. En multipliant les terrains de stage, on augmente le nombre d'étudiants en médecine, mais aussi on a cette vertu de montrer aux étudiants qu'il existe d'autres activités que le CHU. Deuxième point, et c'est valable pour les infirmières. Deuxième point, la question de l'hôpital. Je vous rappelle qu'un des sujets, c'est qu'a été dicté par une ministre de la Santé il y a quelques années que le service public de la santé, c'était l'hôpital public, point final. On en paye les conséquences. Et quand on a vu les difficultés d'articulation entre le privé et le public qui étaient réelles au début de le Covid, je peux en témoigner, c'est aussi peut-être parce qu'à un moment, on a dit à un certain nombre de gens qui participent au service de santé, vous n'en faites pas partie. Donc il faut aussi avoir cette idée. Je pense que la question du sens, vous l'avez très bien dit, est fondamentale. Qu'est-ce qui redonne du sens ? Il y a plusieurs choses. Bien sûr, il y a les questions financières, mais plus que le finance, c'est la question du pouvoir d'achat. Nous pensons que les infirmières, aides-soignantes, travailleurs de première ligne doivent avoir des avantages particuliers. Je pense au logement social particulier. La question de notre outil de travail qui est très dégradé, les locaux, l'informatique. Regardez l'investissement en informatique dans les hôpitaux français versus les hôpitaux américains. Vous allez voir, c'est un facteur 10. Et évidemment, on le voit immédiatement. La question de la flexibilité des carrières. Comme chef de service, je ne peux pas embaucher un PH contractuel à moins de 40% du temps. Donc vous voyez qu'on est dans un système qui prétend s'ouvrir, mais qui en réalité est très fermé. Et puis, je simplifierais ça, à l'hôpital public, il n'y a pas de service de ressources humaines. Il y a des services du personnel, ce qui est très différent. On ne gère pas les ressources humaines. C'est d'ailleurs valable dans la fonction publique en général. Et moi qui suis maire, je peux vous dire que c'est y compris dans la territoriale. Troisièmement, la question de l'innovation. Vous en avez parlé, c'est fondamental. Mais là aussi, il faut arrêter de faire de la com en se disant « ça va, ça va, ça va ». Non, l'innovation aujourd'hui en France a un problème majeur. C'est l'accès au marché. On a des gens formidables, mais qui n'ont pas accès au marché. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils vendent par petits morceaux leurs innovations et doivent partir à l'étranger. Le Health Data Hub, qui est quand même le truc qu'on nous avait vendu comme la révolution, vous voyez dans l'état dans lequel nous sommes. Donc moi je suis frappé, si vous voulez, d'un monde politique qui fait une description idyllique. On a supprimé le numerus clausus, soit 10 ans. C'est vrai, on a changé le nom, c'est tout à fait important. On crée le Health Data Hub, ça ne fonctionne pas. Mon espace santé qui va être tellement compliqué à fonctionner qu'en fait on ne va pas l'utiliser. C'est ça la réalité des choses, le quotidien des soignants. Quatrième point, évidemment, la santé globale. J'ai même été durant les primaires de la droite celui qui l'a dit. La santé, c'est aussi l'alimentation, l'air, etc. Et maintenant tout le monde dit, j'en suis ravi. Mais je voudrais qu'on m'explique dans ces cas-là pourquoi, dans ces cas-là, les décisions qui sont prises sont contraires à ces affirmations. La TVA sur les produits sportifs, c'est pas mauvais pour la santé, le sport, hein, c'est 20%. La TVA sur le Big Mac, c'est 5%. Donc qu'on cesse de m'expliquer qu'on fait de la santé globale, alors que dans tous les aspects de la vie économique, on fait le contraire. Enfin, dernier point, vous avez posé la question de la gouvernance. Moi, je crois aux vertus des circuits courts de décision. Et je suis un disciple de Raymond Aron. Raymond Aron disait « Une société qui fonctionne, c'est une société qui fonctionne sur deux jambes. La première, c'est qu'elle croit à la démocratie représentative, c'est-à-dire l'antithèse
des comités de citoyens tirés au sort. L'année dernière, on vous a expliqué que la politique vaccinale serait gérée par 15 citoyens tirés au sort. Riche idée, qui finalement a été enterrée, heureusement. Moi, je crois à la démocratie représentative, et donc la conséquence, c'est qu'il doit y avoir au Parlement un débat sur la santé. Il y a un débat sur le financement de la santé, mais il n'y a jamais de débat sur la santé. Et donc l'objectif que nous nous sommes fixés, nous, en politique de santé, ce ne sont pas tous ces éléments de mécano qui sont indispensables, l'augmentation du nombre de formations, etc. etc. C'est l'objectif de santé publique. Espérance de vie de plus de 3 ans, gagner 3 ans d'espérance de vie en bonne santé dans les 10 prochaines années. C'est ça qui doit être l'objectif. Et Raymond Aron disait une deuxième chose. La société qui fonctionne, c'est la société qui permet aux individualités d'exprimer leur potentialité. Eh bien, je pense que c'est une manière aussi de résoudre la question. Vous faites confiance aux individus, à l'hôpital, en ville, les chercheurs. Quand vous faites ça, ça fonctionne mieux. Et en particulier, une déclinaison institutionnelle, c'est de la décentralisation. Ça fait 20 ans que je suis maire, je sais la vertu du circuit court de décision locale. La décision est meilleure, plus adaptée à la situation, la dépense publique est plus vertueuse, et nous régionaliserons la santé. L'État a son rôle de fixer un objectif sanitaire, plus 3 ans d'espérance de vie en bonne santé dans 10 ans, mais la mise en œuvre, elle est faite plus vertueusement, plus efficacement par l'échelon local. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Et j'ai beaucoup parlé, j'en suis confus. Vous n'avez pas beaucoup parlé, c'était la règle.